Salut, aujourd'hui on voit le cerveau profond que l'on appelle aussi le système limbique. Allez, c'est parti. Le système limbique, il est composé de structures cérébrales qui sont enfouies au centre du cerveau. Ça veut dire que ces structures ne font pas partie du cortex, on les appelle donc des structures cérébrales non corticales. Elles sont impliquées dans les émotions, la mémoire, mais aussi dans le traitement des informations sensorielles et motrices. Alors, avant de continuer plus loin, je tiens à rappeler que notre cerveau, il est, il baigne dans du liquide qu'on appelle le liquide cérébrospinal. Ça veut dire que au centre, de notre cerveau, on retrouve des ventricules qui, eux, sont remplis de liquide et on verra que notre, cerveau profond, toutes les structures, en fait, qui forment, notre cerveau limbique, elles viennent s'imbriquer dans et autour de ces ventricules. Donc on voit bien sur le schéma, ici que les ventricules, ils se trouvent au centre de la tête, au centre du cerveau. Donc tous les organes du système limbique vont venir s'agencer globalement autour de ce système ventriculaire. Alors le liquide céphalorachidien, il ne fait pas que de circuler dans les ventricules. On peut voir sur cette slide qu'il englobe le cerveau, donc il est tout autour du cerveau. Ça fait que notre cerveau baigne dans ce liquide. Mais aussi qu'il est protégé par ce dernier, puisque si on n'avait pas ce liquide céphalorachidien, notre cerveau, il taperait, contre, notre boîte, crânienne à chaque fois que l'on va courir, par exemple. Mais ce liquide, il englobe aussi notamment le cervelet et il va même, venir circuler autour de notre tronc cérébral. Donc le liquide cérébrospinal, il est extrêmement important pour la protection de notre cerveau. Alors, quand on parle de système limbique, on fait référence globalement à toutes les structures qui sont listées devant vos yeux. Dans le cours d'aujourd'hui, on va uniquement voir les trois premières structures, soit le diencéphale, les ganglions de la base et le système limbique profond. Globalement, ces structures, elles vont toutes avoir un impact sur la mémoire, mais pas que. Le diencéphale, notamment avec le thalamus, va avoir beaucoup de liens avec le traitement des informations sensorielles. Les ganglions de la base vont avoir un impact au niveau de la mémoire, mais ils vont aussi être beaucoup plus axés sur la motricité, les mouvements et la proprioception. Le système limbique profond, lui, avec l'hippocampe et l'amygdale, va également avoir des rôles à jouer au niveau de la mémoire, mais il va beaucoup plus être axé vers les émotions et la charge émotionnelle, notamment la gestion du stress, le circuit de la récompense, ce genre de choses-là. Donc, dans ce cours, vous devez structurer la chose de la façon suivante, c'est que d'abord, on va voir le diencéphale qui est axé sensoriel, les ganglions de la base qui sont axés moteur et ensuite le système limbique profond qui est axé émotion. Donc la première partie, c'est le diencéphale. Le diencéphale, il est composé du thalamus que vous voyez en rouge sur les images, de l'hypothalamus en bleu, de la glande pinéale et de l'abénula. Donc ce que vous voyez là, c'est sur la première image en 3 dimensions, c'est le diencéphale d'une personne qui regarde vers vous. La deuxième image, c'est le diencéphale d'une personne de profil et la troisième image, c'est le diencéphale d'une personne qui vous tournerait le dos. Le rôle du diencéphale, globalement, ça va être de réceptionner, de filtrer et de transmettre les informations sensorielles au reste du cerveau. On va voir qu'il va aussi réceptionner un petit peu les informations motrices, mais par contre, il ne va pas être, fortement ou directement utilisé pour générer des mouvements. Ça sera, le rôle des ganglions de la base que l'on verra après.
Donc la première partie, c'est le thalamus, c'est le 1er organe que l'on voit du diencéphale. Son rôle, ça va être d'être une véritable centrale téléphonique pour les informations sensorielles. Il va en fait filtrer et dispatcher toutes ces informations dans le cerveau. Donc le thalamus, il est extrêmement important parce que c'est lui qui va notamment réguler quelles informations sensorielles vont passer ou non pour être traitées par le cortex. C'est lui qui va notamment protéger le cortex de la surinformation. Quand vous marchez dans la rue et qu'il y a du bruit avec des voitures dans tous les sens, vous n'entendez pas chaque, bruit. Vous avez une sorte de filtre qui s'active et vous n'entendez plus réellement tous les bruits parasites autour de vous. Et donc le thalamus, ça va être son rôle, ça va être en fait de de définir quelles informations sensorielles vont être transmises au cortex pour un traitement plus approfondi et plus élaboré. Donc c'est une structure qui est essentielle afin de ménager notre cerveau, si je puis dire. Donc ce thalamus, il est lui-même, composé de plusieurs noyaux. Bon, déjà, il est séparé en 2. Il y a en fait un «thalamus» entre guillemets par hémisphère cérébral, mais il est également composé de plein de noyaux, en fait. Alors, dans le thalamus, on va avoir certains noyaux qui vont faire partie du circuit de Papez, qu'on va voir plus tard dans ce cours, et qui est un circuit qui est essentiel dans la mémoire chez l'être humain. Le thalamus, il est également connecté directement aux nerfs optiques qui viennent des yeux. J'ai encadré le thalamus en rouge, vous le voyez là. Donc le thalamus, il va recevoir les informations, directement, du nerf optique. Et c'est lui qui va les dispatcher vers le lobe occipital dont on a parlé dans une précédente vidéo, qui est le centre, de traitement visuel qui va définir, on va dire, les grandes formes qui se trouvent dans votre champ de vision. Si vous avez un ballon dans votre champ de vision, par exemple, les yeux vont, envoyer l'information brute au thalamus. Le thalamus va décider si l'information doit être transmise au lobe occipital et il va la transmettre et le lobe occipital, lui, va, détourer une forme de cercle autour de la balle pour vous faire comprendre qu'il y a un objet arrondi en face de vous. Alors, vous avez devant vous un schéma, d'un noyau hémisphérique du thalamus avec tous les sous-noyaux qui le composent. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a des couleurs dans tous les sens. J'ai mis un code couleur pour qu'on puisse un peu s'y retrouver parce que c'est assez complexe, mais en même temps, vous allez voir que c'est assez logique au final. Alors la première chose qu'on remarque, c'est que entre les noyaux, vous avez, une partie un peu plus blanche, c'est de la substance blanche. C'est la fameuse substance dont on a parlé dans le cours sur la neurologie cellulaire. Ce sont en fait des axones de neurones qui sont entourés de gaines de myéline qui servent à accélérer l'influx nerveux. Ça veut dire que tous nos petits noyaux du thalamus, d'une certaine façon, ils sont en fait très proches d'une sorte d'autoroute d'axones qui permettent de dispatcher l'information, de façon très rapide dans notre cerveau. Donc on se rend compte que notre cerveau, c'est un petit peu comme Los Angeles. En fait, il n'y a pas que des rues, il y a aussi des des autoroutes à 4 voies qui traversent l'entièreté de la ville et qui la coupent en 2 pour aller, dispatcher l'information, de façon efficace, à droite et à gauche. Donc notre cerveau, c'est pas juste des neurones qui sont, collés les uns aux autres de façon aléatoire, il y a des axones qui traversent notre tête de part et d'autre, de façon très structurée. Alors, le premier noyau, c'est le noyau antérieur qui est tout au-dessus de notre petit, thalamus. Ce noyau, il est encadré en rouge parce que vous voyez à droite de la slide que le circuit de Papez
y est connecté et il est également surligné en rouge. Donc ce noyau, il va avoir un impact dans la mémoire. On verra dans un prochain cours plus en profondeur ce qu'est le circuit de Papez. Le noyau dorsaux en mauve, lui, il va avoir un rôle général d'intégration multisensorielle avec l'information moteur et les émotions. Donc on voit que notre thalamus, il ne fait pas que gérer, juste les informations sensorielles, mais il est aussi un tout petit peu impliqué dans la transmission d'infos motrices et il couple tout ça avec les informations sensorielles, avec les émotions, pardon. Donc notre cerveau, il gère tout ça, de façon indépendante, mais aussi de façon interconnectée. On l'avait vu notamment, au niveau du cortex, il existe le cortex somatosensoriel qui regroupe les différentes, informations sensorielles pour en faire un tout cohérent. Je vous avais donné l'exemple de la casserole qui bout, où vous ne faites pas que sentir la chaleur, mais vous entendez le bruit de l'eau qui bout, vous voyez l'eau qui bout et la fumée la vapeur d'eau qui se dégage. Donc votre cerveau, il récolte toutes ces informations-là et il en forme un tout cohérent. Et les noyaux dorsaux ici en mauve du thalamus, ils vont bien sûr, reprendre toutes ces informations-là pour les envoyer au cortex. Ensuite, vous avez les corps géniculés qui sont des petits cercles tout en dessous de l'image. Il y a un des corps géniculés qui va être, impliqué dans la transmission, des informations auditives et l'autre qui va être impliqué dans la transmission, des informations visuelles. Alors maintenant, si on repasse en haut à gauche de notre, thalamus, vous verrez qu'en bleu ciel, on voit le noyau antérieur qui est encadré. Lui, il va être impliqué dans les mouvements, notamment dans le traitement sensoriel des mouvements, notamment, notamment avec le noyau ventral latéral qui va être, impliqué dans le traitement de la proprioception. Donc c'est toutes les informations sur votre corps. Si vous courez, vous sentez vos muscles, vous sentez la position de votre corps, de vos bras. Vous êtes capable d'avoir un sentiment, une sensation de votre corps et c'est ça la proprioception, et c'est ce noyau-là qui va, se charger de transmettre cette information-là à votre cortex pour que vous sachiez, adapter votre corps grâce aux informations que vous recevez. Alors en dessous, il y a 2 autres noyaux. Il y a les noyaux, latéral postérieur et ventral postlatéral qui sont encadrés de plein de couleurs. En fait, s'ils sont encadrés de plein de couleurs, c'est parce que ça va être des zones qui vont intégrer de façon multiple, les informations, de nos sens. Donc ces 2 noyaux, ils vont être, responsables pour la transmission intégrée de la température, de la sensation de vibration et de pression de la peau notamment, mais aussi, ils vont être impliqués d'un point de vue auditif et d'un point de vue de la proprioception. La différence entre le noyau ventral, postérolatéral et le noyau latéral postérieur, c'est que le postérolatéral va être spécifique, c'est-à-dire qu'il va intégrer toutes ces informations-là et il va les transmettre de façon brute pour qu'on soit capable de ressentir ces sens. Alors que le noyau latéral postérieur, c'est un noyau qui va avoir une fonction associative. C'est-à-dire qu'il va réceptionner toutes ces informations-là pour, en faire un tout, interconnecté, si je puis dire, cohérent et donc de pouvoir mettre du contexte derrière les informations qui sont reçues. Donc le noyau, ventral, postérolatéral, il va vraiment transmettre l'information qui va servir à ressentir, tandis que le noyau latéral postérieur, il va transmettre l'information qui va servir à contextualiser cette même information et à regrouper les différentes,
différents sens pour faire former un tout cohérent. Ensuite, il y a le noyau ventro-postéromédial que vous voyez encadré en brun. Celui-là, il est un peu spécifique parce qu'il va notamment traiter les informations sensorielles qui sont spécifiques au visage. Notamment, il va recevoir toutes les informations de vos lèvres, de vos joues, de vos yeux, au niveau des sensations, des différentes sensations que vous pouvez avoir sur votre visage, par le nerf trijumeau et d'autres nerfs faciaux. Et il y a également le pulvinar tout en bas. Le pulvinar, il est impliqué à la fois dans la vision, dans la transmission de l'information optique, mais aussi dans le circuit de Papez. Donc on voit que nos cortex, nos noyaux du thalamus plutôt, ils vont jouer un rôle principal de transmission des informations, que ce soit les informations sensorielles pures ou sensorimotrices. Son but, ça va être de dispatcher réellement toutes ces infos aux différentes zones du cortex et aux différentes autres organes qui composent le système limbique. Mais globalement, même s'il est un peu impliqué dans la mémoire et un peu impliqué aussi dans les émotions, son rôle principal, ça va quand même être de transmettre les informations sensorielles. Alors, un deuxième organe, ça va être l'hypothalamus. L'hypothalamus, lui, il a une fonction un peu différente. Il va être impliqué dans des régulations qui vont être un petit peu plus automatiques. Donc, c'est-à-dire que là, on va simplement, il va simplement avoir un rôle à jouer dans la thermorégulation, l'appétit, le sommeil, le système nerveux autonome ou encore le contrôle endocrinien qui contrôle les hormones. Donc l'hypothalamus, il va avoir un rôle encore plus profond et plus inconscient, je dirais, que le thalamus. Alors ensuite, on a l'épithalamus et le subthalamus. L'épithalamus d'abord, donc il est composé de la glande pinéale et de la bunella. La glande pinéale, globalement, elle va avoir un impact au niveau des hormones, des rythmes du sommeil, de l'horloge biologique et de la puberté. La bunella, ça va être une structure qui a un rôle, un peu plus complexe parce qu'elle va gérer notamment, les émotions négatives et l'encodage des émotions négatives par rapport aux stimuli. Donc la bunella, elle va avoir un rôle parce qu'elle va nous permettre de, venir greffer à des informations sensorielles, des informations émotionnelles. Ça va être important dans l'apprentissage parce que quand vous faites quelque chose de mal, en général, vous avez un retour émotionnel négatif et donc vous êtes capable, en fait, par la suite, de comprendre que quand vos sens vous envoient certaines informations, ce n'est pas un bon signe. Par exemple, si, vous faites, mordre, une fois par un pitbull, la Bunella, elle va encoder l'information émotionnelle négative sur, l'information visuelle du pitbull. Et c'est comme ça que vous allez associer, des pitbulls à quelque chose de dangereux, de désagréable et de négatif, par exemple. Mais elle va aussi avoir un rôle en fait d'inhibition, notamment de la dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline. C'est-à-dire que elle va pouvoir venir, la Bunella, court-circuiter les circuits de la récompense. Vous savez, on en entend souvent parler pour le moment que quand on scrolle sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et ben, en fait, on reçoit des petits pics de dopamine. Ça nous rend heureux. Et ben, la Bunella, elle va avoir l'impact inverse, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir bloquer ce circuit de la récompense. On verra plus tard en détail le circuit de la récompense, mais la Bunella, du coup, c'est une structure qui est très importante parce qu'elle permet de gérer tout ce qui est négatif et apprentissage
de stimuli négatifs, d'un point de vue émotionnel. Le subthalamus, lui, il est notamment, composé du corps de Lewis. On va pas trop le voir tout de suite parce que il fait plus partie des ganglions de la base, donc il joue, un rôle qui est plus, lié au contrôle moteur et non pas, à l'intégration de l'information, sensorielle/ émotionnelle. Alors les ganglions de la base. On les appelle aussi noyaux gris centraux. Ça va être des structures qui vont principalement avoir un impact au niveau, des mouvements, au niveau moteur. Mais on se rend bien compte qu'ils ont également un impact sur la mémoire, notamment tout ce qui est mémoire motrice et un petit impact au niveau, de tout ce qui est émotionnel, parce qu'ils vont traiter notamment le lien entre les émotions et les mouvements. Donc les ganglions de la base, ils sont principalement, composés, des noyaux codés en bleu, du putamen, externe en jaune et du globus pallidus qui est la structure plus interne. Sur le graphe, je n'ai pas représenté, les noyaux accumbens, la substance noire ni, le corps de Lewis, mais on les verra juste après. Alors, le noyau codé avec toutes les structures, comme le putamen et le globus pallidus, comme on le voit ici, ensemble, ils forment le striatum. On appelle ça le striatum qu'on voit ici en rouge. Donc le striatum, globalement, dans son ensemble, il va avoir un rôle pour tout ce qui est mouvement, involontaire, donc tout ce qui est motricité automatique. Il va aussi être un lien entre émotion et action-mouvement. Donc, on va voir en détail, toutes les parties qui le composent. Donc, tout d'abord, dans le striatum, on a les noyaux codés. Donc les noyaux codés, en fait, c'est un amas de substances grises qui, entoure le thalamus, et qui borde, en fait, les ventricules, latéraux où, on trouve le liquide, cérébrospinal. Ces zones, elles sont, en fait, des zones de réception d'une grande partie des signaux moteurs et elle va aussi, en fait, renvoyer tous les signaux, une fois qu'ils ont été traités, vers les autres ganglions de la base. Il va aussi avoir un rôle d'intégration des informations spatiales relatives au corps. La posture, la vitesse, des membres, tout ce qui est précision et donc mouvement dirigé. Mouvement dirigé, c'est quoi? Par exemple, vous voulez attraper votre téléphone, vous tendez la main vers un objet, c'est un mouvement dirigé. Il a aussi d'autres implications dans les émotions, la poursuite d'objectifs, aussi dans le langage, hein, parce que, l'air de rien, bah, quand on articule, c'est également un mouvement et on verra ça plus tard. Les 2 autres parties, ça va être le putamen et le pallidium ou globus pallidus. Le putamen, lui, il va vraiment être impliqué dans la régulation des mouvements volontaires, donc ça c'est lui qui va nous permettre d'effectuer des actions comme marcher, écrire, parler aussi. Donc, le putamen, c'est vraiment lui qui permet, de faire des actions volontaires et fluides, précises. A contrario, hein, ça les actions volontaires, ce n'est pas la même chose que les actions inconscientes, involontaires, comme, le fait de respirer ou de déglutir, hein. Ce n'est pas le même type de comportement moteur. Le putamen, il va aussi être impliqué dans certains apprentissages. Le globus pallidus, lui, ça la différence, c'est qu'il va contrôler les mouvements, en fait, du squelette axial. Donc c'est plus tout ce qui va être en lien avec votre posture. Donc, la petite particularité du globus pallidus, c'est que quand vous êtes au repos, lui, il est actif. Ça veut dire que le globus pallidus doit travailler pour que vous soyez au repos. C'est en fait parce que c'est un organe qui est fortement inhibiteur. C'est lui qui inhibe le fait que vous fassiez des mouvements. Il vous empêche en fait de bouger. Donc
En fait, le globus pallidus, quand il est touché, quand on a une blessure à cet organe-là, on se retrouve à faire des mouvements involontaires. Donc c'est un peu embêtant et on verra que toutes les maladies neurodégénératives qui s'attaquent aux neurones, à GABA, vont toucher, le palladium et après on se retrouve à trembler, à faire des mouvements involontaires et donc quand le palladium est atteint, c'est assez embêtant au quotidien, c'est très handicapant. Un autre, ganglion de la base, c'est les noyaux accumbens plutôt. Alors eux, ça va être des structures, qui vont être, impliquées dans le circuit de la récompense et dans l'apprentissage, par la récompense. Donc il va aussi avoir un lien entre émotion et mouvement. Donc c'est vraiment les noyaux accumbens, ils vont faire la passerelle entre le domaine purement moteur et le domaine émotionnel. Donc, quel exemple est-ce que je peux vous donner? Hem, par exemple, pour ceux qui font du sport, qui aiment par exemple le football ou la danse, vous allez éprouver un certain plaisir à bouger. Vous allez, trouver un certain plaisir à, jouer avec le ballon ou à faire des mouvements de danse et à être coordonné. Et ben, en fait, c'est au niveau du noyau accumbens que vous allez avoir ce pont entre votre discipline, physique et les émotions que ça vous procure. La substance noire, elle se trouve dans le tronc cérébral. Je la passe, en vitesse, mais elle va, globalement, avoir un impact également sur le contrôle moteur, hein, parce que le tronc cérébral, vous vous doutez bien que c'est là que tous les axones de neurones passent pour aller vers vos membres et la substance noire, elle va avoir notamment un rôle d'inhibition qui va vous permettre de contrôler vos mouvements. Cette substance, elle est fortement altérée, quand on souffre de la maladie de Parkinson et donc on n'est plus, capable d'inhiber certains mouvements et donc on tremble et on a du mal à à réguler notre propre corps. Les corps de Lewis, eux, ils vont également avoir un rôle sur le contrôle moteur précis et quand ils sont touchés, on peut par exemple, voir des cas de d'hémibalisme, c'est-à-dire des mouvements involontaires. Ils sont également impactés dans la maladie de Parkinson, bien évidemment. On verra la maladie de Parkinson plus tard dans ce cours. Nous voici déjà à la dernière grande structure du système limbique, c'est le système limbique profond, donc qui est composé de l'hippocampe que vous voyez en vert, de l'amygdale qui est la boule ici au bout du noyau codé, et du fornix en jaune. Le fornix qui est principalement composé de substances blanches, c'est-à-dire d'axones de neurones entourés de myéline, de gaines de myéline, comme on l'a vu. Donc le système limbique profond, son rôle principal, sa fonction principale, ça va être la régulation des émotions. Alors, tout d'abord, l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une partie extrêmement importante de notre cerveau et on va voir que même si il est petit en taille, il a des fonctions vraiment essentielles et assez variées. Alors, tout d'abord, l'hippocampe, il va être impliqué dans la gestion du stress, de l'agressivité et de la rage notamment. Il faut savoir que l'hippocampe, il est aussi impliqué fortement dans la mémoire. C'est-à-dire que si vous vivez un stress, aigu, et prolongé, à terme, ça va affecter votre hippocampe et ça peut vous causer des problèmes à encoder de nouveaux souvenirs. Donc le stress, ça peut être un bloqueur de l'apprentissage et c'est notamment pour ça qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent à l'impact du jeu pour l'apprentissage. C'est-à-dire que
On se rend compte que quand on apprend en jouant, comme on est détendu, et ben, les informations s'encodent plus facilement et donc on apprend plus facilement. Donc le stress, c'est vraiment le pire ennemi de l'apprentissage à cause du fait que l'hippocampe a cette double fonction. L'hippocampe, il est aussi impliqué dans la régulation hormonale, mais aussi dans l'orientation spatiale. Donc comme on l'a dit, il est impliqué dans l'apprentissage et dans la mémorisation. Donc quand on est trop stressé, ça crée des problèmes au niveau de l'hippocampe parce qu'il gère aussi notamment le stress et les émotions. Et donc on se rend compte qu'en fait, stress et mémorisation, c'est très lié. Donc il va être, responsable aussi pour, l'encodage des souvenirs épisodiques, de la mémoire sémantique, de la mémoire spatiale et l'hippocampe, il a, une sorte de carte cognitive, on appelle ça des place cells, c'est-à-dire que dans l'hippocampe, il y a des cellules qui s'activent en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez. Voilà, voilà, donc vous êtes capable, grâce à l'hippocampe, en fait, de vous repérer parce qu'il va y avoir littéralement des cellules qui sont dédiées à s'activer en fonction de votre situation géographique. L'hippocampe, il a aussi, un rôle au niveau de la plasticité neuronale qu'on a vu dans le cours sur la neurologie cellulaire parce que il va être capable, chez les hommes adultes et chez les femmes adultes, de générer des nouveaux neurones, notamment au niveau du gyrus dentelé. Donc, quand notre hippocampe est abîmé ou qu'on a une lésion à l'hippocampe, on peut tout à fait avoir des problèmes à s'orienter au niveau spatial, on peut avoir des problèmes de mémoire, d'apprentissage plutôt, de mémorisation et on peut, également avoir des problèmes au niveau de la gestion des émotions. Donc l'hippocampe, on voit qu'il a de multiples rôles et il est en fait extrêmement important. Au niveau de la mémoire, bon, on parle de la mémoire de façon générale, mais ici, il est bien précisé qu'il va être, actif dans l'apprentissage et dans la mémorisation. Donc ça va pas être tellement dans toute la mémoire, mais ça va plus être dans l'encodage de nouveaux souvenirs et dans vraiment la mémorisation. L'amygdale. Alors l'amygdale, c'est vraiment les 2 petites boules que vous voyez là, au niveau du striatum qui s'occupent plus, des mouvements moteurs et donc l'amygdale, elle va, gérer les émotions aussi, notamment, la peur. Elle va récolter, les stimuli, donc les informations, sensorielles notamment, pour, évaluer s'il faut déclencher une réaction émotionnelle. Donc l'amygdale, elle va vraiment permettre d'associer un stimuli neutre à une émotion avant même que ça passe par le cortex et que ça devienne conscient. Donc si vous voyez une personne que vous détestez, le stimuli, ça va être le visage de la personne qui apparaît devant vous et l'amygdale, elle va envoyer une réponse émotionnelle et là, vous allez tirer une drôle de tête, en regardant la personne, sans même que vous vous rendiez compte que vous êtes en train d'avoir une expression faciale qui vous trahit. Donc l'amygdale, elle va vraiment être impliquée dans l'association entre les émotions et les souvenirs. Donc elle va avoir un impact au niveau du circuit de la récompense. Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui est récompensant? Donc elle va s'occuper de toutes ces associations, en fait, entre émotion et mémoire. L'amygdale, elle sert aussi à nous faire revenir à un état, émotionnel normal, après qu'on ait eu une situation, émotionnelle un peu difficile. D'un point de vue clinique, quand on a des lésions à l'amygdale, on peut devenir incapable de ressentir de la peur ou de reconnaître la peur chez autrui. Une autre chose qu'on remarque, c'est que dans les cas de PTSD, donc de troubles de stress post-traumatique,
Eh ben, l'amygdale est, hyperactive chez ces personnes-là et ça leur cause d'avoir des souvenirs qui sont très chargés émotionnellement, qui vont venir faire des retours intrusifs. Donc on voit ça souvent, chez les militaires ou chez les ambulanciers aussi qui voient, beaucoup d'accidents assez trash. Ils développent des troubles de stress post-traumatique, ils font des cauchemars, ils ont des souvenirs qui reviennent en plein milieu de la journée et qui sont très chargés, d'un point de vue émotionnel et donc on voit d'un point de vue neuropsychologique que l'amygdale est hyperactive chez ces personnes-là. Les corps mammillaires, eux, c'est des petits noyaux qui vont jouer un rôle également dans la mémoire et ils vont recevoir les informations du fornix juste après et c'est les informations que le fornix lui envoie et ben, c'est simplement des informations qui viennent de l'hippocampe, et du thalamus. Les corps mammillaires, je les aborde là parce qu'ils font partie aussi du circuit de Papez, qui est un circuit important dans la mémoire, qu'on abordera plus tard dans ce cours. Le fornix, ce que vous voyez en jaune, lui, c'est simplement des faisceaux d'axones, en fait, de substances blanches. Donc, c'est des axones qui sont entourés de gaines de myéline. Donc, pour rappel, la gaine de myéline, ça permet d'augmenter la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Et donc, c'est une sorte d'autoroute à transmettre les informations, en fait. Et donc, le fornix, il va en fait relier l'hippocampe au corps mammillaire et au thalamus pour que l'information puisse être échangée entre ces différents corps dans les 2 sens. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce cours sur le système limbique. Dans le prochain cours, on va aborder les hémisphères cérébraux, parce que vous vous rendez bien compte que notre cerveau, il a 2 côtés, et on va aussi voir le cervelet. Une fois qu'on aurait vu tout ça, on aura, globalement, fait un bon tour des bases de neuropsychologie. Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir commencer tout doucement à transitionner vers les neuropsychopathologies. Donc, on va pouvoir tout doucement rentrer dans un approfondissement de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, que des concepts ne sont pas clairs ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à commenter, je répondrai à tous les commentaires et peut-être que ça me permettra de penser à certains détails et à inclure dans les vidéos. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se voit dans le prochain cours.